Tu penses connaître Roger Smith, le perso drôle, les perruques, les déguisements absurdes, l'alien un peu trash mais inoffensif. Sauf que si tu regardes vraiment les épisodes, Roger n'est pas juste un clown. Il y a des choses qu'il a faites, qu'on a regardées en rigolant, mais qui, mises bout à bout, sont objectivement terrifiantes. Aujourd'hui, on va les reprendre une par une, épisode par épisode, sans exagérer, sans inventer, et je te préviens, plus on avance, plus ça devient difficile de continuer d'en rire. Si tu veux voir jusqu'où Roger est vraiment allé, abonne-toi et rejoins-nous sur les réseaux. J'espère que tu es prêt à voir les choses les plus terribles qu'il a fait. Tu vois, Roger, de base, c'est déjà un alien qui manque comme il respire, mais là, on lui donne un badge. Et c'est ça le vrai problème. Roger n'a pas besoin d'une arme pour être dangereux, il suffit d'un truc beaucoup plus toxique. Un rôle qui lui donne le droit d'écraser les autres légalement. Au début, tu pourrais croire que c'est presque mignon. Il se sent en insécurité, il veut prouver sa vérité, il veut être un vrai homme. Une blessure d'ego, une idée débile, et bien sûr, ça dérape. Sauf que cette fois, ça dérape pas en privé. Ça dérape sur les gens, dans la rue, dans la ville, dans un uniforme, et là tu vois la mécanique psychologique de Roger. Roger ne recherche pas la justice, il recherche la sensation de puissance, parce qu'il a passé sa vie à se sentir moins qu'eux. Donc, bien évidemment, quand un flic corrompu, Chaz, lui montre la version dark du métier, Roger accroche direct. Pour lui, être flic, c'est pas protéger. C'est je peux faire peur, je peux prendre, je peux humilier, je peux décider qui souffre et qui je laisse. Et le pire, c'est qu'il fait ça à la seconde où il devient policier. Et c'est là que ça devient glaçant. Quand Stan lui dit, en gros, tu déconnes, il répond « C'était ma première expérience avec le vrai pouvoir, et j'ai trouvé ça génial. Ensuite, Chaz m'a montré comment avoir ces sensations tous les jours. » On lui demande de tuer Stan, là, tout bascule. Roger n'est plus dans le petit abus de pouvoir rigolo, mais si, heureusement, il sauve Stan, cela montre bien déjà une partie de la personnalité de Roger. C'est le point de départ parfait. Pas encore apocalypse, pas encore dictateur, mais c'est la première fois que Roger devient dangereux par statut. Il ne détruit pas juste les gens parce qu'il pète un câble, il détruit les gens parce que le système lui donne une autorité. Et ça, c'est le genre de poison qui peut contaminer toute une ville. Roger avec un badge, c'est pas un flic, c'est un ego blessé avec l'autorisation de faire mal. Pas toi, Nuka. Là, on passe à un cap très clair. Jusqu'ici, Roger abuse des gens, des proches, des systèmes, mais ici, Roger abuse d'un pays. Au départ, c'est presque une blague. Stan l'utilise encore, un rôle temporaire, un déguisement de plus, sauf que Roger, lui, comprend un truc fondamentalement très vite. Quand personne ne te dit non, tu peux tout faire. Au début, il ne fait rien de méchant, intentionnellement. Il critique, il exige, il se plaint, mais chaque caprice a une conséquence directe. Des serviteurs exécutés, des décisions absurdes appliquées à la lettre, des vies brisées sans même qu'il les regarde. Et c'est ce qui est terrifiant, Roger ne devient pas dictateur par idéologie, il le devient par indifférence. Puis arrive le moment clé, Roger découvre que Stan se sert de lui, encore. Et là, son moteur psychologique s'active à fond. Humiliation est égale rancune, est égale vengeance. Il ne veut plus être un pantin, il veut être celui qui décide. Donc il reste, il impose, il renomme, il réécrit le symbole, l'hymne, la couleur même du pays, littéralement. Il devient jaune, même les animaux, même les gens. Et surtout, il commence à jouer avec la population. Roger ne cherche pas à gouverner, il cherche à faire sentir aux autres ce que ça fait d'être à sa merci. Le chaos n'est pas une erreur, c'est un sous-produit qu'il accepte très bien. Et l'épisode te glisse à un truc glaçant à la fin. Même après le départ de Roger, le système qu'il a laissé derrière lui a produit un indicateur encore pire. Roger n'a pas juste fait du mal, il a normalisé la brutalité. C'est la première fois que Roger agit à l'échelle d'un peuple, déclenche des morts indirectes répétées et prouve qu'il peut ruiner un pays entier sans jamais lever la main. Ce n'est pas encore l'apocalypse, mais c'est déjà un mini-tyran. Roger n'a jamais voulu être roi, il voulait juste que personne n'ose lui dire non. Ici, Roger ne tient ni une arme, ni un badge, ni un trône de dictateur. Il tient un truc beaucoup plus banal, un job. Et c'est justement ça qui rend le chapitre glaçant. Roger apprend qu'il n'a jamais été important, qu'il n'était pas un observateur spécial, qu'il n'avait aucun rôle décisif dans le destin de la Terre, c'est pas lui le décideur comme il aime le dire. Il était remplaçable, il était jetable, oublié. L'extraterrestre qui se trouve à l'intérieur est un mannequin qu'on utilise pour les crash tests qui n'a certainement pas survécu à l'impact. Et chez Roger, ce genre de révélation provoque toujours la même chose, un besoin désespéré de reprendre le contrôle sur la vie et la mort. Alors il choisit la pire manière possible. Lorsqu'il travaille dans une usine de hot dog, un endroit invisible, un truc que personne ne regarde vraiment, c'est là qu'il comprend un truc fondamental. Personne ne surveille vraiment ce qu'il fait. Alors Roger fait un choix terrifiant pour sa banalité. Il garde des hot dogs potentiellement mortels qu'on lui a donnés pour qu'il les jette. Pas par erreur, pas par accident, par négligence volontaire. Il joue avec une idée qui revient souvent chez lui. Au moment où je le désire, je peux répandre mes saucisses mortelles. Tu vois, Stan, je suis redevenu un décideur. Et ce qui est encore plus tordu, c'est qu'il ne fait pas par haine des gens. Il fait pour se sentir puissant, pour se prouver qu'il a encore une emprise sur le monde. Psychologiquement, c'est un cap important. Roger ne vise personne en particulier, il ne cherche pas la vengeance, il accepte que les inconnus puissent mourir juste pour nourrir son ego blessé. C'est une violence froide, abstraite,
statistique. Et quand Stan lui confie quelque chose d'encore plus grave, le contrôle de son épipène, donc littéralement sa survie, Roger prouve qu'il n'a rien appris. Il lui donne des cookies au coquille Saint-Jacques, il met la vie de Stan en danger par pure désinvolture. Et il peut pas le sauver car il a déjà utilisé son épipène. Vas-y, pique-le! Pas si vite, Francine, c'est moi le décideur, donc c'est moi qui décide. Roger franchit une ligne invisible. Il ne fait plus souffrir quelqu'un en face de lui, bon, sauf Stan, mais c'est sans faire réellement exprès. Il accepte la mort comme une externalité. Il prouve qu'il peut être dangereux, sans colère, sans passion. Ce genre de comportement qui, dans la vraie vie, cause des catastrophes industrielles. Roger n'avait pas besoin de vouloir tuer quelqu'un, il lui suffisait de s'en foutre. Là, on change complètement de gravité. Avant, Roger mettait des adultes en danger, des inconnus, des systèmes. Ici, il met un enfant au milieu d'un trafic de drogue armée. Et le pire, c'est comment il y arrive. Roger ne pousse pas Steve par la force, il fait beaucoup plus pervers que ça. Il exploite son imagination. Il vend à Steve un mensonge parfait pour un gosse. Une école secrète, un monde magique, une version de Hogwarts pour fuir la réalité. Par contre, je sais pas vous, mais j'ai cette réplique dans la tête depuis facilement 10 ans. Lavatelas manos! Enfin bref, psychologiquement, c'est l'un des trucs les plus sales que Roger fait. Il ne manipule pas la peur, il manipule le rêve. Steve ne pense pas être dans un crack house. Il pense être dans une aventure, et Roger, lui, sait très bien où il l'envoie. Au début, c'est juste pour rire, une humiliation, un prank qui va trop loin, sauf que très vite, Roger comprend un truc encore plus grave. Steve est utile, il a des compétences, il comprend la chimie, il peut servir, il rapporte de l'argent. Et à ce moment-là, Roger ne stoppe pas. Il monétise et il transforme Steve en main-d'œuvre involontaire pour des dealers. Et quand la situation dégénère parce que Steve ramène de la drogue pour étudier, Roger ne protège pas Steve. Il jette Steve sur eux et essaye de s'enfuir. Je vais te sauver, Roger! Lavatelas manos! Et c'est là que le portrait de Psy devient très clair. Roger ne voit plus Steve comme un enfant. Il voit comme un outil narratif dans son délire. Même quand il tue les dealers, ce n'est pas pour réparer le mal, c'est pour sauver sa propre vie. Il explique à Steve que tout ça faisait partie de la magie, que les hommes armés étaient des mange-morts. Il réécrit la réalité pour ne jamais affronter ce qu'il a fait. C'est la première fois que Roger met un enfant en danger de mort réelle. Il exploite sa naïveté au lieu de sa peur. Il préfère préserver un mensonge plutôt que la sécurité de Steve. On n'est pas dans l'abus abstrait, on est dans la mise en danger directe d'un mineur avec armes, drogue et violence. Roger n'a pas envoyé Steve dans l'enfer, il lui a dit que c'était un jeu. Ici, on franchit un cap très précis. Pas plus spectaculaire, mais l'un des plus inquiétants. Parce que cette fois, Roger ne cherche ni l'argent, ni le pouvoir, ni même la vengeance. Il cherche la victoire. Tout commence bien, comme toujours avec Roger. Steve est humilié, il veut gagner un concours de talent. Roger lui propose de l'aide, il se cache dans les conduits, me demandez pas pourquoi. Ils deviennent marionnettes, un numéro, rien d'illégal, rien de choquant. C'est là que le piège se referme. Roger cesse de jouer un rôle, il devient un personnage et ne supporte pas qu'on dise qu'il est une marionnette. Monsieur Dingleberry n'est plus un déguisement, c'est une dissociation et à partir de ce moment-là, Roger change de logique. Les autres candidats ne sont plus des enfants, ce sont des obstacles. Alors il commence à arranger les choses. Un vrai film d'horreur. Des accidents, des sabotages, des blessures, pas une fois, pas par erreur, de manière répétée et intentionnelle. Un élève est retrouvé mutilé, un autre est enfermé dans un hammam, pauvre Barry, et Steve est neutralisé physiquement. Et Roger, c'est exactement ce qu'il fait. C'est pas la première fois, une personne a fini en prison à sa place quand il se faisait passer pour une marionnette. Psychologiquement, c'est capital. Roger ne se défend plus en disant c'était pour rire, il ne nie plus. Il explique que c'est ce que voulait Steve. Il projette ses actes sur l'enfant qu'il est censé protéger. Il transforme les désirs de reconnaissance de Steve en justification morale pour faire mal aux autres enfants. Et quand Steve essaie d'arrêter la machine, Roger l'attache, le paralyse et le bâillonne. Le mentor devient un danger direct. Le pire, c'est pas un accès de rage, ce n'est pas une crise, c'est une escalade froide, méthodique, presque clinique, jusqu'au point de non-retour. Pourquoi ce chapitre est si haut dans le classement? Parce que Roger blesse volontairement des mineurs, dont Steve à la fin il lui tire dessus. Sans aucun bénéfice vital, sans contrainte, uniquement pour gagner et rester dans son délire. Et surtout qu'il sait qu'il a déjà fait ça avant. Il reconnaît que ce personnage a déjà conduit à des morts, il avait enfermé, il avait écrit un avertissement dessus, et il recommence. Roger ne perd pas le contrôle ici, il choisit de ne plus jamais l'avoir. Ici, Roger franchit une ligne très particulière, parce que cette fois, il ne voulait pas tuer, c'est justement ça qui rend l'acte encore plus dérangeant. Steve et Snot veulent réparer un truc simple. Leur mère se déchire et eux en payent le prix. Alors ils font ce qu'ils font toujours quand un problème les dépasse. Ils vont voir Roger, et Roger accepte d'aider.
Et déguisé en hipster / barman / apothicaire, il joue au sage, il parle d'amour tragique, de Roméo et Juliette, de potions sans danger. Tout est théâtral, tout est contrôlé. Du moins en apparence. Roger prépare une fausse potion, une mise en scène, une mort simulée. Sauf que cette fois, il se trompe et ce n'est pas un placebo. C'est pas un truc un peu fort, c'est du vrai poison. En même temps, il prend tout à la légère, il sait même pas quelle fiole est empoisonnée ou non. Steve Esnot meurt, pas symboliquement, pas narrativement, il meurt dans l'univers de la série. Et là, on observe quelque chose de fondamental chez Roger. Il ne panique pas, il ne s'effondre pas, il passe à l'étape suivante. On doit encore découvrir quel irresponsable aura fourgué ce poison. Pas forcément, on se concentre. Psychologiquement, c'est glaçant. Roger traite la mort de 2 enfants comme un problème logistique. Il ne se demande pas « qu'est-ce que j'ai fait ?» Il se demande comment je m'en sors. Alors, il entraîne tout le monde dans un plan encore plus délirant. Descendre aux enfers, négociations, règles cosmiques, contrepartie absurde, et le prix final est monstrueux. Les enfants reviennent, mais leur mère reste en enfer. Et le monde est réécrit pour que personne ne s'en souvienne. Roger n'assume pas une erreur. Pourquoi cet acte est si haut dans le classement? Parce qu'il provoque la mort de 2 enfants, même si c'était pas voulu, et surtout parce qu'il refuse toute responsabilité émotionnelle. Il ne demande pas pardon, il ne reconnaît pas sa faute, il prend des décisions très graves qui entraînent la mort avec une telle légèreté. C'est un tournant majeur. Roger ne fait pas seulement du mal, il entraîne tout le monde dans une spirale chaotique. Ce chapitre est fondamental pas parce que c'est le plus violent, mais parce qu'il révèle qui est Roger vraiment. Steve écrit un livre, un succès énorme, et ce livre parle de Roger. Pas méchamment, pas comme un monstre, mais comme un idiot, un alien maladroit, un gag, et ça, Roger ne le supporte pas. Ici, il n'est pas humilié publiquement. Il n'est pas menacé, il n'est pas en danger, il est atteint dans son image. Et pour Roger, c'est pire que tout. À partir de là, il ne pète pas un câble, il ne crie pas, il ne menace pas, il prépare. Il se rend à la villa de Steve, il attend, il réfléchit, son attention est très claire. Tuer Steve, pas lui faire peur, pas le punir, le tuer. Psychologiquement, c'est un basculement net. On passe de la violence opportuniste à la violence préméditée. Roger estime qu'un enfant mérite de mourir parce qu'il a porté atteinte à son ego. Et le plus glaçant, c'est la suite. Il se trompe de victime, il tue un acteur qui devait jouer son rôle au cinéma. Et là, il ne s'effondre pas, il aide à dissimuler le corps, il participe au mensonge, il accepte que Steve abandonne l'écriture, la mort devient une variable ajustable. Il essaie même de le tuer encore une fois. Au revoir, célébrité. Pourquoi cet acte est si haut dans le classement? Parce que Roger planifie un meurtre pour une raison purement narcissique, sans contrainte, sans regret. Et surtout parce que c'est l'un des premiers signes clairs que Roger peut tuer à froid. Là, on n'est plus dans l'impulsion, on n'est plus dans l'ego blessé. Ici, Roger fait quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus sale. Il vend quelqu'un, une adolescente. Le contexte est presque banal. Roger se fait passer pour Steve et fait une virée avec une fille d'un sénateur. Ils vont acheter de la drogue, Roger se réveille et le dealer veut de l'argent. Une dette ridicule, environ 300 $. Et à ce moment-là, Roger fait un calcul froid. Psychologiquement, c'est l'un des actes les plus révélateurs. Roger ne panique pas, il choisit l'option la plus facile pour lui. Il livre la fille à des dealers, conscient de ce que ça implique, conscient du danger réel. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une conséquence indirecte, c'est un échange, une vie contre un problème personnel. Et le plus dérangeant, ce n'est même pas l'acte lui-même, c'est l'absence totale de conflit moral. Roger ne se justifie pas, il ne rationalise pas longtemps, il agit comme si c'était normal. À ce stade du classement, on comprend un truc essentiel. Roger ne distingue plus l'objet, la personne, la marchandise. Tout est interchangeable tant que son problème est réglé. Pourquoi cet acte est si haut dans le classement? Parce qu'il s'agit d'un trafic humain, impliquant une mineure, sans aucune contrainte, pour une somme dérisoire. Et surtout parce que Roger ne fait pas ça dans un délire. Il fait ça avec toute sa lucidité. Attendez, combien je te dois? 300 $. Je te vends la fille 300 $, plus $1,35 pour le bus. Ici, Roger ne tue pas avec une arme, il ne frappe pas, il ne hurle pas, il fait bien pire, il parle. Il se place dans la pire position possible, celle de la personne censée aider. Un psychiatre, figure d'autorité, voix rassurante, et face à lui une femme en détresse, vulnérable, perdue, en train de sombrer. Vous avez pensé à mettre fin à vos jours? Ce qui rend cet acte particulièrement glaçant, c'est une chose très précise. Roger sait. Il sait que tout repose sur un mensonge et qu'il n'a pas besoin de la tuer. Il sait que la situation est manipulée. Et malgré ça, il choisit d'aller au bout. Il ne suggère pas vaguement, il n'insinue pas, il encourage clairement le passage à l'acte. Pas de sadisme spectaculaire, pas de colère, mais une désaventure absolue. Psychologiquement, on est sur quelque chose de très net. Roger ne voit plus la souffrance comme une personne morale. Il la voit comme un outil, un levier, une variable qu'on peut pousser jusqu'au bout. Dans cet épisode, il abuse d'une position de confiance. Il pousse une personne fragile vers la mort,
alors qu'il connaît la vérité, et qu'il n'y a aucun enjeu vital pour lui. Il aurait pu arrêter à n'importe quel moment. Il choisit de ne pas le faire. À ce stade, Roger ne se contente plus de détruire des corps, il détruit ce qu'il reste d'espoir chez quelqu'un. Ici, on franchit une ligne que même Roger ne franchit pas souvent. Parce que cette fois, il ne s'agit plus de colère, ni de vengeance, ni même de domination sociale, il s'agit d'un pacte. Roger veut une chose ridicule, gagner un duel de guitare, un duel d'ego, un concours de vérité artistique, et très vite il se rend compte d'un problème fondamental. Il n'a pas le talent. Alors il fait ce que Roger fait quand il est coincé, il triche. Et pas en mentant, pas en manipulant quelqu'un, pas en sabotant son adversaire, il fait pire. Roger vend son âme. Pas par désespoir, pas sous la contrainte, mais par confort parce que ça va plus vite. Et quand il réalise que le prix est trop élevé, il ne renonce pas. Il trouve une faille. Il détourne le contrat, il envoie un autre musicien en enfer à sa place. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je te laisse jouer, en échange, toi tu règles mes cours de guitare à ma place. Ouais, merci beaucoup, mon pote. Dans ce cas, marché conclu. Un type qui n'avait rien demandé. Un passionné, un mec venu jouer dans un café, à qui Roger est venu chercher des noises. Roger ne le tue pas, il fait pire, il le condamne à l'éternité. Et tout ça pourquoi? Pour ne pas perdre. Tout ça parce qu'il a parié que le perdant ne reviendrait plus jamais dans le café. C'est tellement futile que ça en dit beaucoup. Ce chapitre est aussi haut dans le classement parce qu'il montre une facette glaçante de Roger. Il comprend parfaitement les règles et il est prêt à faire des pactes avec le diable juste pour battre quelqu'un. Et il choisit quand même la solution la plus immorale. Il sait exactement ce qu'il fait, il n'est pas fou ici, il est lucide. Et c'est pour ça que ça fait si peur. Parce que si Roger est prêt à ça pour un duel de guitare, alors imagine ce qui peut arriver. Ici, Roger ne cherche plus à impressionner. Il ne cherche plus à gagner, il ne cherche même plus à sauver la face. Il cherche juste à se venger. Dans l'Avatar à tort, tout part d'un truc dérisoire. Un service rendu, une limousine, une addition impayée, $20. Juste des types qui se barrent sans payer. Et c'est précisément ça qui rend ce chapitre terrifiant. La disproportion totale. Roger ne craque pas, il ne perd pas le contrôle. Il prend une décision froide. Ils vont payer. Pas financièrement, mais physiquement. Il transforme une vexation minable en chasse à l'homme. Il traque ses mecs un par un dans des lieux publics devant des témoins sans se cacher. Et surtout, il continue. À aucun moment, il ne s'arrête pour se dire « Ok, c'est peut-être allé trop loin ». Au contraire, plus ça avance, plus il s'amuse. D'ailleurs, il le dit. C'est pas ma faute, maintenant je peux plus m'arrêter. Un de ces jours, ça me passera sûrement. Tu te souviens quand j'étais accro au popcorn? J'en mangeais tout le temps du matin au soir. Il va tellement loin que pour arriver à ses fins, il tue des passagers d'un avion. On parle de $20 là, mais vraiment $20. Ce chapitre est haut dans le classement pour une raison simple. C'est la première fois que Roger tue sans autre motivation que l'ego. Pas d'amour, pas de survie, pas de contrat démoniaque, juste on m'a manqué de respect. Et le pire, c'est le montant, c'est presque un gag, $20, mais c'est rien. Et pourtant, Roger prouve ici une chose essentielle sur sa psychologie. Il mesure pas la valeur d'une vie, il mesure la valeur de l'affront. Ce n'est plus un alien instable, c'est quelqu'un qui applique une logique de punition absolue. À partir de là, une question s'impose naturellement. S'il est prêt à massacrer des inconnus pour $20, qu'est-ce qu'il est prêt à faire quand l'enjeu devient personnel ? Roger ne tue pas pour l'argent, il ne tue pas pour gagner, il ne tue pas pour sauver, il agit pour une raison beaucoup plus dangereuse, il ne supporte pas qu'on ne le choisisse pas. Dans l'amour, selon Roger, tout commence presque doucement. Roger fait chanter Ellie dans son bar, il est touché, il est ému et confond admiration et amour. Et jusque-là, on connaît le schéma, sauf que cette fois, quand Ellie refuse, Roger ne se retire pas. Il ne se venge pas socialement, il ne pleure pas. Il sort un pistolet et lui tire dessus. Déjà, là on franchit un cap, mais le pire arrive après. Roger ne supporte pas que Ellie le rejette. Alors il va plus loin, beaucoup plus loin. Il kidnappe Ellie, il l'attache, il explique calmement ce qu'il compte faire. Il veut lui retirer la peau, la porter, fusionner avec elle. C'est simple ma chérie, je vais t'enlever ta peau et m'en recouvrir le corps. Ce n'est plus de la violence impulsive, c'est une appropriation totale de l'autre. Psychologiquement, c'est l'un des actes les plus malsains de Roger. Ellie n'est plus une personne, elle devient un objet de projection, un costume, une solution à son manque. Et quand il renonce, ce n'est pas par morale, c'est par substitution. Jeff arrive, Roger change de cible et le dépouille à la place. Ce chapitre est à ce niveau du classement parce qu'il révèle quelque chose d'essentiel. Roger ne respecte aucune frontière corporelle, ni le consentement, ni l'identité, ni l'intégrité physique. Quand il aime, il possède, quand il est rejeté, il détruit. Ce qui glace le sang, c'est que tout ça est traité comme une comédie noire, alors que le sous-texte est celui d'un prédateur émotionnel absolu. Et je vais être franc avec vous, cet épisode m'a complètement troublé personnellement. Même avec l'humour, j'ai énormément de mal. À partir de là, il ne reste plus beaucoup d'endroits où descendre. Petit Roger ne perd pas le contrôle. Il ne panique pas, il ne dérape pas, il choisit tout simplement. Dans l'arc où Jeff découvre que Roger est un alien, tout le monde comprend une chose très simple. Jeff ne sait pas garder un secret. Et dans l'univers de Stan Smith, ça équivaut à une condamnation à mort. Roger le
le sait, Stan le sait, et les refuse de l'accepter. Alors Roger propose une solution propre, sans cris, sans sang visible, et il décide de rentrer chez lui. Le moment est construit pour être émouvant. Adieu, souvenirs, musique, même Stan est touché. Et c'est là que Roger montre pourquoi il est à ce niveau du classement. Au dernier moment, il se retourne vers Jeff et lui demande un câlin. Et le jette dans le rayon tracteur du vaisseau. Pas par colère, pas par vengeance, mais par logique. Jeff est un problème, donc Jeff disparaît. Psychologiquement, c'est glaçant parce que Roger ne déshumanise pas Jeff par haine, il le fait par utilité. Jeff est un dommage collatéral assumé. Et surtout, Roger ne regrette rien. Il a même le sentiment d'avoir bien agi, d'avoir protégé la famille, d'avoir réglé une situation compliquée. Les conséquences, elles, sont énormes. Jeff meurt dans l'espace, son cerveau est transplanté plus tard, Ellie est brisée et l'univers de la série change durablement. Ce chapitre est plus haut que les meurtres classiques parce qu'ici, Roger ne se contente plus de tuer. Il réécrit la vie de quelqu'un sans lui demander son avis. Il décide qui a le droit d'exister dans son monde et à partir de ce moment-là, Roger n'est plus juste dangereux. Il devient structurellement compatible avec toute forme de société. Jusqu'ici, Roger faisait des choses monstrueuses, souvent par ego, par jalousie, par caprice. Ricky Spanish, c'est autre chose. Ce n'est plus une dérive, ce n'est plus une escalade, c'est une incarnation pure du mal social. Ricky Spanish n'est pas impulsif, émotionnel, en réaction à une blessure. Il est calculateur, froid, lucide. Même Roger le sait, le costume est littéralement enterré, caché au fond d'un sac poubelle. Roger sait que ce personnage est trop dangereux pour exister librement. Parce que Ricky Spanish fait ce que Roger n'ose pas. Ce que fait Ricky, c'est détruire des vies sur la durée. Pas sur un coup de tête. Il vole, ruine, humilie, puis laisse les gens se débrouiller avec les conséquences. Il envoie Steve en prison, conscient, sans paniquer, sans regret. Il manipule la rédemption elle-même comme un outil de crime. Et surtout, il ne cherche jamais à être aimé. Il n'attend aucun pardon, il ne joue pas la comédie morale. Ricky Spanish est haï par tout le monde, et ça lui va très bien. Pourquoi c'est pire que tout le reste? Parce que pour la première fois, Roger sait exactement ce qu'il fait. Roger anticipe les dégâts, Roger choisit quand même de continuer. Même Roger, à d'autres moments, peut avoir un doute, un attachement, une limite floue. Ricky Spanish, non. Il est ce que Roger devient quand toute empathie est retirée du système. Et c'est là le détail le plus glaçant. Même Roger considère Ricky Spanish comme trop. On ne parle plus de vengeance, ni d'ego, ni même de plaisir, on parle de négligence cosmique. Dans Apocalypse, la planète est morte, civilisation effondrée, cannibalisme, survivants traumatisés, Langley Falls n'existe plus comme un cimetière. Et la cause n'est ni une guerre, ni une bombe, ni un complot, c'est Roger. Une mauvaise idée, Roger entre dans un accélérateur de particules. Pas pour sauver quelqu'un, pas pour empêcher une catastrophe, pour récupérer ses lunettes de soleil. Le résultat est absurde et terrifiant. Ces 200 personnalités sont libérées physiquement. Chacune avec ses obsessions, ses vices, sa violence. Ce n'est plus un monstre, c'est une armée de Roger. Psychologiquement, c'est le point final du personnage. Roger n'est plus dangereux parce qu'il est méchant, il est dangereux parce qu'il ne mesure jamais l'impact de ses actes. L'échelle humaine ne l'intéresse pas. Il ne détruit pas le monde par haine, il le détruit par indifférence totale aux conséquences. Et c'est ce qui rend ce chapitre pire que tous les autres. Avant, Roger faisait des victimes. Ici, il fait disparaître des villes, des sociétés, des générations entières. Le monde devient un décor post-apocalyptique, juste parce qu'un alien égocentrique a voulu récupérer ses lunettes de soleil. Ce chapitre est le pire du classement parce qu'il prouve une chose définitive. Roger n'a aucune limite naturelle. Aucune barrière morale interne, aucun instinct de préservation collective. Quand il agit, l'univers s'adapte ou meurt. C'est pour ça que, rétrospectivement, tous les chapitres précédents n'étaient que des avertissements. La vraie question n'est pas pourquoi Roger est comme ça, mais plutôt comment le monde a tenu aussi longtemps avec lui dedans. Au final, Roger n'est pas juste un sociopathe, ce serait trop simple et surtout faux. Roger est quelque chose de bien plus dangereux. Il n'a pas de noyau moral stable, il n'a pas d'identité fixe, il n'a aucune continuité émotionnelle. Roger n'est pas cruel par nature, il est cruel par opportunité. Psychologiquement, Roger fonctionne comme un trou noir social. Il absorbe les rôles, il limite les émotions, il reproduit des comportements humains sans jamais en intégrer les limites. Quand il aime, ce n'est pas de l'attachement, c'est de la possession. Quand il aide, ce n'est pas de l'altruisme, c'est de la gratification immédiate. Quand il détruit, ce n'est même pas toujours volontaire, c'est parce que le monde autour de lui n'existe que comme décor. Et c'est précisément pour ça qu'il est terrifiant, parce qu'il peut sauver quelqu'un un jour, le ruiner le lendemain, oublier totalement son existence la semaine suivante, sans haine, sans remords, sans mémoire émotionnelle encore une fois. Roger n'est pas un méchant classique. Il n'a pas de plan, il n'a pas d'idéologie, pas de but final. Il est ce que la fiction produit quand elle enlève la responsabilité, la culpabilité, la permanence des actes. Et c'est pour ça qu'il est fascinant à regarder, et impossible à tolérer dans un monde réel. Mais Roger n'est pas un cas isolé. La pop culture regorge de personnages encore plus dangereux. Alors abonne-toi pour ne pas manquer le prochain dossier, et crois-moi, ça envoie du lourd.